Alors aujourd'hui dans cette vidéo je vais changer le compresseur de cette pompe à chaleur, donc c'est celui-là qui est indiqué par la flèche là. Donc le compresseur que je remplace c'est un compresseur scroll de Copland, le ZP295 KCE-TWD-524. On a pu le voir sur la pompe à chaleur Climat Veneta, c'est le même style de compresseur que j'avais remplacé dans la vidéo froid 330 pack. Remplacement de deux détendeurs Sporlan Z2 25 et 35 et un compresseur scroll de 160 kg. Alors cette intervention là va très mal se passer. Donc déjà à l'enlèvement du compresseur on va écraser la tuyauterie d'aspiration qui est en 1 pouce 5/8. Donc ça signifie qu'il va falloir refaire une partie de cette tuyauterie là pour pouvoir mettre le nouveau compresseur. Après une fois qu'on avait mis en position le nouveau compresseur, on se rend compte qu'il y a un décalage de pratiquement 1 cm sur les trois tuyauteries. Donc tuyauterie aspiration, mais bon là la tuyauterie je l'avais coupée pour refaire le bout de tuyau qui est abîmé. La tuyauterie donc dégaisation externe pour l'huile on va essayer à visser, mais même si sur la photo c'est trompeur, je ne peux pas visser la tuyauterie parce qu'il y a un décalage, et donc pour supprimer ce décalage je vais devoir mettre ce type de tuyauterie souple, un anaconda. Et sur le refoulement aussi, donc il y a un décalage, là on le voit pas trop sur la photo, il y a la flèche, mais il y a un décalage latéral de pratiquement 1 cm. Donc bien sûr là où je monte la flèche là c'est de l'autre côté du compresseur et je l'ai donc coupé au coupe-tube pour pouvoir faire mes adaptations. Donc à l'aspiration du compresseur on est en 1 pouce 5/8, au refoulement du compresseur on est en 1 pouce 3/8, et au niveau de l'aiguisation externe d'huile entre les deux compresseurs je vais mettre donc un anaconda de 1 pouce 3/8. Donc un anaconda c'est un éliminateur de vibration, hein, c'est une tuyauterie souple. Donc comme c'est des gros diamètres on ne peut pas tirer sur les tuyauteries pour les déformer, pour faire en sorte que ça rentre. Donc là il va falloir modifier les trois tuyauteries pour pouvoir mettre le nouveau compresseur. Donc on peut se poser la question pourquoi il y a un décalage de pratiquement 1 cm sur les trois tuyauteries, donc ça on va le voir après dans la vidéo. Donc là j'interviens sur la pompe à chaleur NAH 270D NM3M. C'est la pompe à chaleur, donc on a pu voir aussi dans la vidéo froid 344 lorsque j'ai diagnostiqué que le compresseur était en défaut d'isolement. Donc là ce que tu vas voir dans la suite de la vidéo c'est comment j'ai géré le problème que j'ai eu sur cette intervention là. Donc j'ai énormément galéré, donc ce que j'ai fait là est améliorable, donc pour moi là ça sera une base de travail pour la prochaine intervention, c'est-à-dire que de ce que je vais montrer il y a beaucoup de choses à améliorer. Et puis le gros souci que j'ai eu pendant cette intervention là aussi c'est que bon j'étais entre guillemets dans la merde, mais je n'avais personne dans mon entourage, c'est-à-dire un frigoriste supérieur à moi au niveau expérience professionnelle, pour pouvoir me conseiller, c'est-à-dire pour pouvoir me dire bah tiens là tu pars dans le mauvais chemin, il faut plutôt prendre ce chemin là parce que sinon tu vas pas t'en sortir. Donc ce que je veux dire par là c'est qu'à un moment donné quand il y a des problèmes à résoudre assez compliqués parce que tu ne l'as jamais fait, hein, parce que lorsque l'on sait c'est pas compliqué à faire, hein. Comme là, et bien par exemple quand tu as coupé une tuyauterie c'est irréversible. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que peut-être il y aurait pu avoir une solution beaucoup plus simple et moins on va dire critique, d'où l'intérêt de demander conseil à des collègues frigoristes plus expérimentés sur ce type d'opération là, sur ce type de machine là, parce que là on est sur du gros, et donc là à partir du moment où tu coupes c'est définitif quoi, c'est trop tard, après t'as plus le choix, t'as passé le point de retour, il faut aller de l'avant. Le problème c'est que des fois tu veux avancer mais tu peux pas parce que t'as un mur et t'es complètement bloqué, et là t'es dans la merde, parce que là on est sur des matériels quand même qui sont chers. Le compresseur vaut pratiquement dans les 7000 €, prix public bien sûr, plus différents éléments comme l'huile etc, les accessoires que j'ai utilisés on va le voir, plus la manœuvre là qui a été énorme sur cette machine là, donc très vite on peut se foutre gravement dans la merde. Voilà, donc tous les conseils que j'aurai dans cette vidéo là, hein, comment te dire, tu gardes ton sens critique, hein, les conseillers sont pas les payeurs. Donc moi je fais cette vidéo là surtout pour un gros retour d'expérience professionnelle, parce que dans cette vidéo là vraiment j'étais vraiment dans la merde. À un moment donné je me suis demandé putain je vais pas en voir le bout de cette intervention là, je vais pas y arriver. Donc pour moi cette intervention là va être longue et pénible, c'est à dire que j'en vois pas le bout de cette intervention là, et qu'à noter qu'à la fin quand j'aurai tout fini au niveau donc du circuit 1, parce que c'est le compresseur du circuit 1, et bien il y a une autre tuile qui va me tomber dessus, j'ai le circuit 2 qui va tomber en panne, un truc de fou. Quand ça veut pas, ça veut pas. Rappel important, obligation réglementaire, code de l'environnement. Pour intervenir sur un circuit frigorifique, il faut que l'entreprise soit titulaire de l'attestation de capacité et que l'intervenant soit titulaire de l'attestation à la manipulation des fluides frigorigènes. Le port des équipements de protection individuelle est nécessaire pour intervenir sur le circuit électrique et frigorifique.
Donc je commence l'intervention par récupérer la charge en fluide frigorigène de la machine, en tout cas du circuit 1. Le circuit 2 tourne, c'est l'hiver, la pompe à chaleur est en mode chaud. Donc comme le circuit 2 tourne, l'échangeur à plat qui est bien irrigué. Sur cette machine là il n'y a pas de détendeur pas à pas, donc détente thermostatique, il n'y a pas d'électrovanne, donc je vais récupérer le fluide par le biais de la vanne de service du fluide déhydrateur. Donc là je suis sur la ligne liquide et je récupère la charge que par le biais donc de la HP, parce que là on est en mode chaud, donc du côté de la tuyauterie qui vient de la machine, c'est sortie condenseur, donc on est en HP. Et je ne branche pas mon flexible sur la BP parce que le mano que j'ai pas de flexible assez long pour me raccorder sur la BP. C'est-à-dire me raccorder sur le shader qui est derrière les compresseurs du circuit 1. Donc je rappelle, le circuit est arrêté et le circuit 2 tourne. Donc j'utilise cette station de récupération, donc c'est la Master Cool. Donc cette station de récupération a un très gros défaut, ou alors ce modèle là que j'ai déconne, mais lorsque je raccorde tous mes flexibles, eh bien je ne peux pas tirer au vide tout le circuit frigorifique depuis la sortie de la station de récupération. Alors comme je l'ai montré dans d'autres vidéos, lorsque j'utilise la station Minimax de Promax, eh bien là je peux le faire. Pareil avec la station de récupération de Barack ou Bara, je sais pas comment ça se prononce, le modèle 3700, pareil. On raccorde la pompe à vide en sortie de station de récup et on tire au vide tout le circuit. Quand je parle du circuit, c'est les manos, la station de récupération et bien sûr les flexibles, car moi je tire au vide, je fais pas de chasse. Donc je galère pour tirer au vide des deux côtés de la station de récupération, donc côté bouteille et côté donc raccordement au niveau de la vanne de service. Et donc après je vais rajouter du flexible donc en sortie de la station de récupération qui va à la bouteille de transfert. Je vais rajouter donc un voyant et un filtre anti-acide, car je ne l'ai pas dit mais je vais récupérer une charge de 40 kg de R410A et cette charge là, donc je vais la récupérer pour la réinjecter dans la machine. Mais le défaut d'isolement était probablement dû à un problème d'acidité, car j'ai fait un test d'acidité avec les analyses d'huile Carly là, la petite bouteille, la petite fiole, on met un peu d'huile et on voit le résultat, c'est-à-dire si c'est acide ou pas. Donc après au niveau fiabilité je sais pas ce que ça vaut. Donc lui je l'ai récupéré lorsque j'ai démonté l'aiguisation externe d'huile, où il y a tellement il y a d'huile à l'intérieur, donc j'ai pu récupérer l'huile pour faire un test d'acidité. Donc j'avais acheté donc ce fluide déshydrateur là que je vais mettre donc en sortie de station de récupération. Donc le fluide va passer une première fois dans ce filtre là, donc ça va je pense un peu le désacidifier. Et après lorsque je vais remettre le fluide de la bouteille de transfert dans la machine, et ben c'est de repasser dans ce filtre là. Donc le fil utilisé c'est le DCL 162 de Denfos et le voyant, donc le voyant directement à visser sur le filtre avec bien sûr, bon c'est vendu avec un joint intercalaire cuivre pour l'étanchéité. Donc là on voit qu'il est jaune, il est wet, mais après quand on tire au vide au bout d'un certain temps il passe vert. La pastille change de couleur. Et donc c'est le SGP6N. Voilà, et là on peut voir la bouteille de transfert et la petite balance merdique là. Ces balances là sont dangereuses parce qu'elles sont trop petites pour ce type de bouteille là. On le voit là, la bouteille est vraiment au ras des extrémités de la balance. Il faudrait pas grand chose pour qu'elle bascule, sachant que la bouteille lorsqu'elle est pleine elle peut faire plus de 70 kg. Donc si elle tombe, si elle bascule, elle peut arracher un flexible. En plus c'est du fluide sous pression. Donc je sais pas pourquoi ils vendent ce type de balances qui sont complètement inadaptées au travail sur le terrain, un mystère. Donc c'est des balances qui sont plus réservées sur des toutes petites charges. Par exemple lorsque j'étais en formation, les vidéos que l'on a vues où j'utilisais des petites bouteilles de transfert, et pour un frigoriste qui va sur le terrain, sur de vraies installations comme cette pompe à chaleur, ces balances là, voilà, on n'est plus en centre de formation, elles sont complètement inadaptées, elles sont même très dangereuses. Donc ça c'est des balances là à éviter, mais malheureusement l'entreprise, c'est pas le frigoriste qui est sur le terrain qui décide de l'achat des outils et donc du matériel le plus adapté aux tâches à effectuer, parce que là c'est le genre de truc moi j'achète pas ça. Donc à noter, là je rajoute quelque chose sur les analyses d'huile sur le terrain. On va dire qu'il y a deux types d'analyse d'huile. Il y a l'analyse d'huile, c'est-à-dire on fait un prélèvement d'huile et on l'envoie à une société qui fait vraiment une analyse d'huile carrée. Et après il y a l'analyse d'huile sur le terrain. Donc les fournisseurs de matériel frigorifique en vendent de deux sortes, de deux marques différentes. Donc il y a la première là, donc c'est l'Alco là, c'est ce qu'on peut voir là sur la photo, en tout cas la référence au niveau de la boîte. Et l'autre de Carly c'est le Testol POE. Donc ça c'est l'Alco. Le gros problème de l'Alco c'est qu'à l'intérieur il y a une dogue, donc une dogue suivant le type d'huile qu'on veut analyser, et bien il faut remplir la fiole en huile. Donc on le voit là, ça va de 10 à 80 là. Il faut remplir cette fiole là, après faire le mélange. Le seul souci c'est que la doc est illisible, elle est incompréhensible. Moi personnellement à chaque fois je lis cette putain de doc, je comprends rien. Et après il y a l'autre qui est donc le Carly. Donc lui le Carly c'est beaucoup plus simple et le mode d'emploi est lisible. Donc ouvrir le flacon et ajouter l'huile à tester jusqu'au niveau inférieur du bouchon, 9 ml d'huile, agiter, laisser reposer 10 secondes et observer la couleur du mélange. Ok, test satisfaisant, huile correcte, acide, attention, acidité de l'huile élevée, changer l'huile. Quand ça change de couleur c'est pas bon. Donc là sur cette fiole là, en mettant l'huile après 10 secondes, bah, c'est devenu violet. Donc
donc c'est acide. Et donc je vais aussi remplacer l'huile du compresseur numéro 2 du circuit 1. Donc le compresseur que je change à l'intérieur, l'huile est neuve, donc là il n'y a pas de souci, mais je vais vider avec une seringue ou avec une pompe, une petite pompe à main. Je vais enlever l'huile du compresseur numéro 2 et après je vais remettre de l'huile neuve à l'intérieur. Et ça on le verra au cours de la vidéo. Donc là je récupère la charge, donc je passe par mon manoir. Je vais à la station de récupération in, je sors en out. Donc là je l'ai mis en open à fond. Bon, je pense que c'est par rapport. J'ai pas l'impression qu'il y ait du liquide qui arrive parce que j'entends pas le bruit de casserole que ça fait quand du liquide arrive sur les clapets. Donc après je passe ici, là j'ai mis un voyant là. J'ai mis un voyant. Là j'ai mis un filtre burn-out. Donc là j'envoie le fluide dans une bouteille de transfert. Ici là. Donc à noter que je me raccorde au niveau de la vanne vapeur de la bouteille. Ce qui fait que quand j'aurai fini de récupérer la charge, donc à la fin de l'intervention, et bien dans ce flexible là, je n'aurai que des vapeurs. Donc là je fais ça parce que le fluide va être remis à l'intérieur de la machine. Donc je fais un premier passage là dedans. Donc je ne l'ai pas mis à l'aspiration parce que je l'ai mis en liquide parce que je ne sais pas exactement ce que ça rajoute en perte de charge et le temps que ça va rajouter au niveau de la récupération. J'aurais pu le mettre à l'aspiration, hein, mais je préfère le mettre au refoulement. Parce que là au moins je sais que là ça pousse. Donc voilà. Et après je vais changer le compresseur qu'il y a là. Une fois que le compresseur sera changé, ce flexible là je vais le garder en pression. Là. Et donc celui-là qui va le tête, je vais le garder en pression pour préserver le filtre, hein, parce que l'opération va pas se faire sur la journée. D'accord. Parce que dedans il y a des je crois aussi plus si l'alumine, je sais pas, mais il y a un produit pour choper l'acidité du fluide, donc une réaction chimique qui se produit. Et quand j'aurai changé le compresseur, je remettrai le fluide à l'intérieur de la machine, et bien je passerai donc à travers ça. Et je mettrai un filtre, une cartouche déshydratante, une cartouche anti-acide là-dedans. Que le voyant il était weight, là il est là il commence à passer vert, c'est bizarre, je comprends pas. Et j'ai un problème pour thyroïde, c'est que ça me merde. Parce qu'avec la minimax et l'autre, la grosse, j'ai pas de problème de tirage au vide. Quand je tire au vide par le biais du refoulement, ça passe à l'intérieur, il n'y a pas de souci. Ici il y a quelque chose qui empêche le passage. Quand je tire au vide. Du refoulement à l'aspiration, on va. Donc j'ai tiré des deux côtés, mais bon c'est la merde à chaque fois là. Voilà avec mon petit flexible de merde là, regarde, petit, qu'est-ce que je fasse avec ça? Là je vais valider le chantier, je vais me casser et je reviendrai dans une heure. Je reviendrai dans une heure pour voir si ça n'a pas bougé, ça, les flexibles, pour moi si ça ne bouge pas. Si personne n'y bouge, ça ne bougera pas, tu vois. Voilà. Sur le circuit là j'ai 40 kg de 410 et dans la bouteille là je peux charger jusqu'à 50 kg, donc je peux partir tranquille, je ne risque pas d'éclater la bouteille.
Donc là, la récupération elle va durer 4-5 heures. Donc mon but c'est de récupérer vraiment toute la charge. Donc comme je travaille à côté du site, donc c'est pas un souci. Donc là, je contrôle tout, je balise avec des barrières. Et puis je vais repasser de temps en temps, c'est-à-dire toutes les heures pour voir si rien n'a bougé et pour contrôler la charge dans la bouteille. Parce que là, comme on peut le voir sur la bouteille, je peux rentrer jusqu'à 50 kg de fluide. Sur l'installation, sur le circuit 1, il y a écrit qu'il y a 40 kg, donc ça passe. Bon, après, il faut faire attention si jamais il y a un excès de charge sur la machine, mais 10 kg d'excès de charge quand même, ça fait beaucoup. D'où le contrôle régulier de la quantité de fluide qu'il y a dans la bouteille de transfert. Depuis que la pompe circule, donc là ça commence à givrer là. Là on le voit là. Ça tourne. Là on peut voir qu'il n'y a plus rien qui passe dans le voyant. La pression on est à 0 bar. De récup. Voilà. Là, il n'y a que des vapeurs là-haut. Fermé. Et là le but là c'est de garder ce tuyau là avec les vapeurs qu'il y a à l'intérieur là. Là on voit qu'il y a du liquide qui se reforme là. Ça peut être aussi de l'huile. Pour pouvoir l'utiliser quand je vais recharger la pompe à chaleur. Donc là je vais voir combien j'ai récupéré. Donc là la bouteille fait avec le fluide de l'intérieur 69,45 kg. Donc elle faisait 28,130, donc j'ai récupéré 41,34 kg. Donc sur la machine il y a marqué 40 kg. Donc à noter, tu vois là ces balances sont dangereuses. Parce que la bouteille là, donc elle fait 110 kg, donc pour la soulever tu vois c'est chaud. Et tu vois ça tient à peine là. Donc quand tu la mets c'est pas évident, et donc si ça glisse là, tout ça se casse la gueule. Donc tu as des balances plus larges. Et franchement pour la sécurité c'est mieux d'avoir ce type de balance là. Parce que là ces balances là c'est bien pour les petites bouteilles pas lourdes là, mais quand tu commences à taper sur ce genre de bouteilles là, les grandes, ben, ces balances là ne sont pas adaptées pour ce type de travail. Donc là on va changer ce compresseur là. Donc il est assez lourd, hein. Il fait 160 kg, on va essayer de le faire à deux, on va voir. Donc là j'ai enlevé tout ça, le cordon chauffant je l'ai coupé au disjoncteur. Donc là j'ai coupé tous les cordons chauffants, d'ailleurs la machine s'est foutue en défaut, bon c'est pas grave. Là par contre la difficulté, donc ici là ça va être facile à faire là, à couper et à embraser. La difficulté ça va être ici, parce que ici là c'est la galère, là il n'y a pas de place là, ça fait chier là. Donc là il y aura un peu de difficulté ici, c'est à dire que là il faut faire gaffe à pas y mettre un coup de chalumeau là quoi. Donc en gros l'opération est pas trop dure par rapport à l'autre que j'ai fait sur les détendeurs là. Par contre voilà quoi. La seule difficulté ça va être d'avoir le matos. Là, par exemple j'ai récupéré le chalumeau des collègues, sauf que le chalumeau est vide. Donc tu vois ça commence bien l'intervention. Voilà, super. Donc voilà. Donc là j'ai récupéré les 40 kg. Donc le circuit à la pression atmosphérique. Donc une fois que je vais finir de repérer ça, une fois que je vais avoir repéré ça, je vais couper ici à l'acier à métaux. Là. Après avec ma clé de 50, je vais enlever l'égalisation externe d'huile. Et puis après débraser là. Et après sortir le compresseur. Après avec ma pompe à huile, je vais essayer de vider ce compresseur là.
pour pouvoir y mettre de l'huile neuve. Celui-là, voilà, bon, il achète, donc il est déjà préchargé en huile, quoi, le nouveau. Et puis après, voilà quoi. D'ailleurs, là, on peut voir le nouveau. Donc à noter, lorsque l'on commande un compresseur et donc lorsque l'on reçoit le compresseur donc que l'on a commandé, eh bien il faut contrôler la référence pour être sûr qu'il n'y ait pas d'erreur. Donc là on peut voir donc comment c'est livré, hein, compresseur scroll comme ça, c'est livré sur une palette, on voit qu'il est vissé sur la palette, quoi, il y a des boulons et bon au-dessus il y a un carton, mais le carton je l'ai viré. Donc là on voit que la référence c'est bien un ZP295 KCE-TWD-522 et moi la référence que j'avais demandé c'était donc celle que l'on peut voir sur la photo, donc c'est un ZP295 KCE-TWD-524 et on voit qu'entre le nouveau et l'ancien, eh bien il n'y a que la fin de la référence qui change. Sur le nouveau j'ai 522 et sur l'ancien j'ai 524. Donc on voit que ce n'est pas le même compresseur. Donc le compresseur, le vieux là, il doit avoir 6-7 ans et donc le nouveau il doit avoir quelques mois. Et donc lorsque j'ai envoyé la référence donc au fournisseur, en réalité dans les grosses boîtes c'est pas toi qui commande le compresseur, c'est-à-dire qu'il y a une centrale d'achat et c'est la centrale d'achat qui commande. Donc là c'était acheté au moins cher, c'est-à-dire que c'est passé par un distributeur de matériel. Ce que je veux dire par là, c'est que souvent, des fois, on commande le matériel directement au fabricant de la pompe à chaleur. Donc là, ça n'a pas été le cas. Donc, le gars qui fait les demandes de prix, tout ça, quoi, le gars qui achète l'acheteur, là, donc il a envoyé la référence que j'ai donnée, et le fournisseur de matériel a envoyé ce compresseur-là. Donc c'est vrai que j'ai regardé sur les catalogues, et sur les catalogues, la référence qui se termine par 524 ne se fait plus. Il n'y a que la référence qui se termine par 522. Et le fournisseur n'a pas spécifié qu'il y avait des adaptations à faire avec ce compresseur là. Donc moi quand j'ai vu ça là, je me suis dit c'est peut-être une nouvelle version au niveau du compresseur, peut-être que je sais pas, le procédé de fabrication c'est pas le même, donc c'est pour ça qu'ils ont changé la référence à la fin. Et j'aurais dû creuser un peu plus, parce que moi je me suis parti du principe qu'un compresseur il n'y a pas plus con qu'un compresseur, hein. Tu donnes la référence, bon voilà, c'est pas compliqué quoi, il n'y a pas 50 000 compresseurs différents, surtout au niveau de ces tailles là. Donc de plus la pompe à chaleur a 6 ans de fonctionnement, donc elle n'a que 6 ans. Je me dis que le compresseur doit toujours se faire, je veux dire la machine elle a pas 20 ans quoi. Et en plus extérieurement le compresseur, bon on voit rien quoi, il ressemble comme deux gouttes d'eau à l'ancien. Par contre lorsque je vais le mettre en position, là je vais voir qu'il y a un gros souci quoi. Ça on le verra après ça, dans la vidéo. Donc il a l'air d'un ce petit chiffre à la fin parce qu'il y a que lui qui change, hein. La référence c'est la même, sauf qu'au lieu d'avoir un 4 j'ai un 2. Voilà, donc ça me servira de leçon, hein. La prochaine fois que je vois la moindre différence au niveau des chiffres, eh bien je ferai pas l'intervention tant que j'ai pas confirmation que le compresseur ne s'adapte pas exactement donc sur cette machine là, parce qu'une fois que je vais enlever les bouchons du compresseur neuf, c'est à dire qu'à l'intérieur de l'azote, bon après c'est fini quoi, le fournisseur ne reprendra pas ce genre de matériel, surtout que c'est du matériel comme j'ai déjà dit 6-7 000 euros prix public, il va avoir du mal à refourguer ce type de compresseur à un autre client quoi, et puis encore moins au fabricant, parce que voilà, à partir du moment où les bouchons ont été enlevés sur le compresseur neuf, de l'air est rentré dedans, donc ça veut dire que voilà, l'huile commence déjà à être entre guillemets attaqué par l'humidité. Donc ça veut dire qu'une fois que je vais l'avoir mis sur son support et que je me rende compte qu'il y a un gros problème au niveau des tuyaux, eh bien je vais devoir aller jusqu'au bout, je vais devoir installer ce putain de compresseur. Donc à noter, hein, sur chaque circuit il y a deux compresseurs, donc le plus petit c'est le ZP295 et le compresseur numéro 2, donc le plus gros c'est le ZP385 KCE-TWD-524. Et comme je le disais tout à l'heure, c'est dans ce compresseur là que je vais enlever l'huile, donc qui est acide, et je vais la remplacer par de l'huile neuve. Voilà, la question que je me pose là, c'est est-ce que à 2 on peut monter ce compresseur là, il fait 160 kg là. Donc là je l'enlever, celui-là c'est bon. La stratégie que j'ai utilisée pour le mettre celui-là, c'est tirer la palette jusqu'ici là et essayer de le faire glisser là. Voilà, essayer de le faire glisser. Ouais, c'est ça. Je pense que ça peut le faire. Ça va être difficile, mais voilà. Nous, on revient toujours au problème de moyens dans les entreprises, hein. L'outillage est défectif. Alors sur cette photo, on voit ce que je disais juste avant là. Donc là où il y a les flèches, il y a deux bouchons, un sur le refoulement,
un sur l'aspiration. Et donc les compresseurs sont livrés sous pression d'azote. Donc ils sont sous pression d'azote parce que ça permet de les protéger donc de l'air extérieur, donc de l'humidité. Et donc ils peuvent rester comme ça stockés pendant des années. Et donc justement lorsqu'on enlève les bouchons, et bien on voit si le compresseur était bien sous pression. Et donc là lui, comme il est neuf, il était bien sous pression d'azote. Donc une fois que les bouchons sont enlevés, après il faut le monter. Alors pour enlever le compresseur, j'utilise la même technique utilisée dans la vidéo froid 329. Donc là c'était un compresseur scroll de 140 kg, et dans la vidéo froid 330, là c'était pratiquement le même compresseur, un compresseur de 160 kg. Je vais couper à ras à l'acier à métaux le refoulement du compresseur, et après je vais débraser l'aspiration. Donc sur les vidéos froid 329 et froid 330, donc sur deux machines différentes de puissance différente par contre de la même marque, lorsque l'on a enlevé les compresseurs, donc en tout on a enlevé 3 compresseurs scroll, et bien ça s'est bien passé. Il n'y a pas eu le souci que j'ai eu sur cette machine là. Comme on peut le voir sur la photo, la déformation de la tuyauterie d'aspiration. Donc la première phase se passait bien, hein, couper à ras le refoulement du compresseur à l'acier à métaux. D'ailleurs on voit là où il y a la flèche, on voit que j'ai déjà coupé, ou j'ai commencé à couper. Donc ça c'est la phase 1, donc là pour le moment tout se passe bien. Donc après la phase 2 qui consiste à débraser donc l'aspiration du compresseur. Donc il faut être deux. Donc la personne avec qui je le fais, c'est la première fois que je fais ce genre de choses avec lui, puis lui aussi c'est la première fois qu'il débrase des sections aussi grosses. Les collègues avec qui j'avais fait l'intervention dans la vidéo 329, donc il était plus là, c'est un intérimaire, donc très expérimenté au niveau travail du cuivre. Moi-même j'étais aussi intérimaire, et dans la vidéo froid 330, comme je le disais, c'était un collègue débutant en froid, donc ça s'était pas trop mal passé, mais il était en vacances. Donc là je le fais encore avec un autre collègue, et donc au début, comme je le disais dans les vidéos précédentes où je fais le remplacement des compresseurs, je pensais que le débrasage c'était pas une opération sensible. Pourtant j'avais commencé à changer d'avis dans la vidéo froid 330 lorsque mon collègue débrase les détendeurs et que ça se passe mal et que le détendeur donc il déchire le cuivre. Et donc là avec cette opération là, donc là je change définitivement d'avis. Le débrasage est une opération aussi sensible, voire même plus sensible que le brasage. En tout cas pour les compresseurs hermétiques qui sont brasés, parce que pour faire l'opération il faut être deux, un qui débrase, donc un qui tient le chalumeau et un qui tire. Comme j'ai déjà dit, le compresseur fait 160 kg, donc c'est assez lourd, donc c'est moi qui vais tirer le compresseur parce qu'il faut tirer quoi. Hein, si tu veux savoir ce que ça fait 160 kg, tu vas dans une salle de muscu, tu mets 160 kg à la presse et tu vas voir que tu bouges pas ça comme ça. Et donc pourtant le collègue, je lui dis clairement, quand tu vas chauffer, dès que la brasure est en fusion, tout autour de la tuyauterie, 360 degrés, et bien à ce moment-là tu me dis de tirer, parce que ça ne sert à rien de tirer si toute la brasure n'est pas en fusion. Et donc là, ce qui s'est passé là, c'est que j'ai tiré très très fort, mais malheureusement c'est pas venu parce que, eh bien, c'était pas assez chauffé. Et oui, parce que le 1 pouce 5/8, ça se chauffe pas comme, je sais pas moi, un demi-pouce quoi. Il faut y aller quoi. Il ne faut pas avoir peur de chauffer. Mais après, c'est sûr qu'il faut pas non plus trop chauffer quoi. Il faut pas percer. Mais en principe, au niveau de l'aspiration du compresseur, comme en plus le compresseur part à la benne, on le voit, la tuyauterie, donc l'acier qui sort du compresseur quoi, ou le cuivre, en tout cas c'est vachement épais, pour le fond il faut y aller quand même. Donc là on peut chauffer, il n'y a pas de souci, c'est pas la tuyauterie, c'est le châssis du compresseur. En tout cas au niveau de l'aspiration, on voit que le refoulement, le cuivre c'est beaucoup plus fin, c'est pas du tout la même chose. Ça semble beaucoup plus fragile que l'aspiration. Donc là ce qu'on voit sur la photo, là, le fait que la tuyauterie soit éclatée comme ça, c'est que premièrement pour moi ça n'a pas été assez chauffé, parce que sur les autres ça s'est bien passé, parce que là on voit que la tuyauterie elle est complètement mâchée quoi. De plus quand j'ai tiré, je sentais une résistance, mais je savais pas si c'est une résistance parce que je ne tirais pas assez fort ou parce que c'était il y avait encore de la brasure non fondue. Donc aussi ce qui a été un peu responsable du fait que la tuyauterie aspiration soit complètement éclatée, c'est aussi à cause des cylinder blocks. Parce que là comme tu vois sur la photo, j'ai mis deux flèches, donc les flèches représentent les cylinder blocks et tu vois que les cylinder blocks sortent dépassent du support du compresseur, du châssis de la base du compresseur de 1/2 cm, 1 cm. Et tu vois que le compresseur il repose sur une tôle métallique. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que même si au niveau de l'aspiration la brasure a été en fusion, donc liquide, même en tirant tu vois que je ne peux pas faire glisser le compresseur. C'est pas possible parce que les cylinder blocks empêchent le glissement. Donc ce que j'avais fait dans les vidéos précédentes, donc comme je l'ai dit, la vidéo froid 329 et froid 330, donc j'avais mis une sangle au haut du compresseur et puis je tire. Parce que le mettre la sangle au milieu ça sert à rien parce que on ne peut pas faire glisser le compresseur. Donc le compresseur quelque part je le fais basculer pour le sortir des cylinder blocks arrière, c'est-à-dire là où il y a l'aspiration. Et après une fois que l'aspiration du compresseur a quitté la tuyauterie, après avec la sangle on peut le tirer encore plus et
c'est l'attraper, le faire tourner pour le sortir des deux autres cylindres blancs et le mettre à l'extérieur de la machine. Et lorsque le compresseur bascule, c'est à ce moment-là qu'il peut aussi déformer la tuyauterie. Par exemple, si la tuyauterie a été trop chauffée, eh bien en tirant, le cuivre va être un peu mou et ça peut le déformer. Ce que je veux dire, c'est que lorsque tu chauffes le cuivre, donc il devient recuit, donc obligatoirement il est plus mou, plus malléable. Et lorsque tu tires le compresseur, donc lorsque je le fais basculer, eh bien j'exerce une contrainte plus ou moins importante sur la canalisation d'aspiration. Et cette contrainte, si elle est trop importante, eh bien ça peut complètement déformer la tuyauterie d'aspiration, comme sur les photos précédentes. D'ailleurs, c'est ce qui est un petit peu arrivé dans la vidéo Froid 329, mais c'était très léger. Et bizarrement, dans la vidéo Froid 330, il n'y avait pas eu ce problème-là. Donc là, peut-être que, mais bon, après là, j'ai pas assez d'expérience sur ce sujet-là, qu'il aurait fallu donc pas être deux, mais au moins 3 voire 4. Donc un qui chauffe pour débraser, un qui tire, et puis deux autres, donc avec des pieds de biche, un de chaque côté du compresseur, pour soulever le compresseur au-dessus des cylindres blocs. Comme ça permet de glisser, mettre des câbles, ce genre de choses. Parce que là, quand même, les tuyauteries sont quand même très rigides et ça bouge pas comme ça, quoi. Voilà, parce que les cylindres blocs, pour les enlever, tu peux pas les enlever, là. C'est bizarrement foutu. Donc si tu as déjà fait ce type d'opération-là, d'enlever ce type de compresseur-là, donc assez lourd, eh bien, si tu peux laisser dans les commentaires la manière dont tu opères, en tout cas la technique que tu utilises justement pour enlever le compresseur sans, comme j'ai pu le montrer sur les photos, sans défoncer la tuyauterie d'aspiration. Voilà, parce que j'aurais pu aussi couper le tube à l'aspiration et mettre un manchon, et après débraser tranquillement la tuyauterie d'aspiration qui resterait dans dans l'aspiration du compresseur, parce que là après enlever le compresseur c'est facile, hein. Mais bon, je l'ai pas fait parce que bon, ça force à couper la tuyauterie, donc à faire une brasure là où il y a le manchon, et plus une autre brasure au niveau de l'aspiration. Et comme sur les opérations précédentes, j'avais pas eu besoin de faire ça s'était bien passé parce que je coupais à la scie à métaux à ras au niveau du refoulement du compresseur, et j'avais plus qu'à débraser le petit bout qui restait donc du compresseur sur la tuyauterie de refoulement. Voilà, donc je suis parti sur cette base là. C'est vrai qu'il y en a qui le font, c'est ils coupent la tuyauterie d'aspiration et de refoulement, ils enlèvent le compresseur, donc là c'est facile. Une fois que le compresseur est enlevé, ils débrasent les tuyauteries qu'il y a sur le compresseur, ils prennent un manchon pour l'aspiration, un manchon pour le refoulement, et après on remet tout ça en place avec le nouveau compresseur, puis voilà, il n'y a pas de problème. Mais ça fait faire des brasures en plus. Donc là, je vais aller m'acheter chez le fournisseur un manchon 1 pouce 5/8, et je vais acheter un bout de 4 mètres, parce que ça se vend par barre de 4 mètres, du 5/8. Donc j'espère qu'avec mon petit coupe-tube, mon gros coupe-tube, je vais pouvoir bien passer là. Voilà. J'aurais dû prendre le chalumeau parce que le collègue, je pense qu'il avait jamais débrasé un truc aussi gros. Donc avec l'autre collègue, mais il est en vacances, ça s'était bien passé. Et là, c'est vrai que, quand tu me dis de tirer, il faut tirer comme un bourrin. Parce que quand tu es tout seul, ça fait 160 kg. Donc si tu tires un petit peu, ça bouge pas. Tu vois. Ce qui fait que s'il avait bien chauffé, là, à un moment donné, je voyais qu'il chauffait en haut. Quand tu tires ton compresseur, ça va soulever un peu le tuyau, d'accord? Mais voilà quoi, il faut y aller un bon coup là, mais par contre il faut être sûr que ça soit bien en fusion au niveau de la brasure. Parce que là, tu vois bien que tirer de ce sens là, c'est pas possible, parce que là c'est soudé, là, c'est brasé, et c'est du 1 pouce 1/8 et c'est hyper rigide, donc tu peux pas tirer là. Mon collègue il me disait ouais mais il faut tirer ici, mais non tu peux pas, non. Une fois que tu es bien liquide sur la brasure, là tu peux tirer. Mais si par malheur t'es en liquide ici mais pas là, et ben là c'est la catastrophe. Mais il aurait dû chauffer d'abord en bas et après en haut, tu vois. Bon voilà, donc le mal est fait. Donc quand le mal est fait, c'est trop tard. La tuyauterie est pétée, donc là coupé, manchon et tube. Par contre, c'est moi qui vais tenir le chalumeau pour le reste des opérations. Donc à noter, là je vais rajouter une petite note, là ce que tu vois là, ce que je montre avec la flèche, ce sont les câbles d'alimentation de la machine. Et donc c'est des câbles quand même où il peut passer donc en fonctionnement bien sûr jusqu'à 242 ampères. Donc quand tu utilises le chalumeau, comme l'aspiration n'est pas très loin des câbles d'alimentation, t'as intérêt d'être bien concentré sur l'opération, c'est-à-dire pas y mettre un coup de chalumeau là-dessus et faire un très gros court-circuit, parce que là l'alimentation de la machine n'est pas coupée, parce que le circuit 2 là, bon là je l'ai arrêté pour le bruit là,
parce qu'en plus ça fait vibrer la machine, mais voilà quoi. Une fois que je quitte la machine dans la journée, le circuit 2 il repart quoi. Donc ça il faut faire très attention au niveau sécurité, là il y a quand même du danger. Donc à noter, donc on le verra plus tard dans la vidéo, mais là on le voit un peu sur cette photo là. Le problème de cette machine là, c'est que les tuyauteries donc d'eau sortent de la machine quoi, il y a 30 ou 40 cm même pas quoi, c'est très serré. Les tuyauteries d'eau sont trop proches de la machine et ça va être un gros problème pour braser la machine. Je veux dire par là, au niveau accessibilité, c'est extrêmement gênant parce qu'il faut braser en position. Donc c'est vrai que quand j'ai brasé, j'ai pu me rendre compte que ces putains de tuyaux, il devait manquer quoi, 10 cm de décalage en plus pour pouvoir travailler dans de bonnes conditions. Donc c'est toujours la même chose, hein. Lorsqu'une machine est posée, on pense pas à la maintenance, hein. On pose, on va vite, on se casse, mais il n'y a pas quelqu'un qui va réfléchir pour dire bah attends, je vais laisser 10 cm de plus, comme ça lorsque le gars devra intervenir pour remplacer un compresseur, et bien il pourra le faire on va dire de manière optimale. Donc malheureusement c'est pas ça le monde du travail, hein. C'est on pose, on se casse et après les gens se démerdent. Là ça fait perdre énormément de temps et en plus c'est hyper énervant parce que il y a des fois on a envie de tout péter. Donc là c'est vrai que quand j'ai brasé, je me suis rendu compte que c'est vrai que pour débraser, le collègue il était quand même mal placé et voilà. Donc là l'accessibilité du compresseur, donc c'est la merde, en tout cas par l'arrière, parce que moi à la base, comme je disais au début de la vidéo, je partais sur un truc facile quoi, beaucoup plus facile de ce que j'avais pu faire sur la vidéo froid 330, et puis en réalité non, c'est l'inverse. Et donc, lorsqu'il y a une grosse boulette comme ça, eh bien, obligatoirement, le temps d'intervention, là, il va exploser. Parce que moi, je fais de la maintenance à la base, je fais pas de travaux. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je n'ai pas les pièces. Je n'ai pas les raccords en cuivre. Je n'ai pas, donc, les tuyauteries pour refaire le bout de tuyauterie. Donc, c'est des grosses sections en plus. Donc, je vais devoir aller chez le fournisseur. Donc, il va falloir que je fasse une demande de prix, etc. Que je suive la procédure. Et donc, là, déjà, là, le délai d'intervention, là, je rajoute une journée. Et ça, c'est avant de me rendre compte que le compresseur n'est pas adapté aux tuyauteries, au refoulement et égalisation d'huile, parce que là après ça va me faire rajouter encore plusieurs jours. Donc là j'étais parti sur un chantier de 2 jours et le chantier il va s'étaler sur 5 jours. Donc là on va dire que je me suis complètement bouffé le chantier, mais bon, c'est là où tu vois que quand t'es à ton compte, il y a des choses qu'il faut bien visualiser parce que sinon tu peux vite te foutre dans la merde. Donc là moi je suis en intérim là où j'étais là, donc bon voilà, c'était pas prévu. Donc l'entreprise pour laquelle je travaillais cherchait quelqu'un pour faire le boulot parce qu'elle trouvait personne. Donc moi j'ai dit ok, je suis frigoré, je suis volontaire, j'ai jamais fait ça en plus. Quoi, si je l'avais déjà fait sur les vidéos froid 329 et froid 330. Donc voilà, je me lance. Donc là je suis le responsable de l'intervention. Donc obligatoirement, quand il y a un gros problème après, il faut rendre compte, hein, il faut dire ben voilà, la machine ne sera pas prête pour demain. Il y a eu un événement non prévu, un impondérable. Donc après il faut expliquer pourquoi. Je suis en auto-formation sur la machine. Donc tu vois un peu comment il a morflé. Donc là je vais mettre un manchon là. Donc là, le gars qui a pas de bol, donc moi, donc je coupe le bout de tuyauterie, donc je réfléchis bien par rapport à la position de mon manchon, tout ça. Donc là, je vais couper là. Malheureusement, je me rends compte à la fin de l'intervention, quand je vais braser, que j'ai coupé trop court, parce que je vais en chier ma race pour braser donc le bout de tube, le manchon et le tube qui va à l'aspiration du compresseur. Parce que j'ai du mal à braser à cause des 2 tuyauteries qui sortent de la machine. Vraiment, l'accessibilité est très très difficile. Mais ça, on va le voir plus tard. Donc là, je pars dans l'idée de couper le tube, prendre un manchon et d'aller acheter du tube en 1 pouce 1/8 parce que je n'en ai pas, pour pouvoir faire donc la jonction sur l'aspiration du compresseur. Alors lorsque je dis que j'ai coupé trop court, j'aurais dû faire ma coupe plus du côté du coude. Là je suis beaucoup trop proche du compresseur. Donc là je vais couper ce truc. Donc ça c'est un truc avec un ressort, ça coupe, il n'y a pas besoin de serrer. Donc là on voit l'intérêt de laisser de la place là pour pouvoir y passer le coup de tube. Et à la différence des Climat Veneta, c'est que là ils ont pas fait la connerie de mettre ces saloperies de prix shredder. Donc là je peux couper tranquille. Les prix shredder sont ici là. Voilà, là font chier personne. Donc là pour ça l'inox c'est bien. Là on voit toute la calamine qui est à l'intérieur. Putain, je suis blasé quoi. Je suis blasé là, j'en ai fait 3. Avec 2 collègues différents, c'est bien passé. Puis là, le 4e, là, c'est mal passé là. Ok, donc là, je l'ai coupé. Donc voici la pièce qui est complètement défoncée. Donc après avoir enlevé la partie malade sur la tuyauterie d'aspiration, j'ai été chez le fournisseur pour acheter les pièces qui manquaient, donc un manchon et du tube. Donc là on peut le voir sur la photo ce que ça donne. Et donc tu peux voir là où il y a la flèche, donc le bout de tube qui rentre dans le manchon. Mais tu peux voir que le bout de tube est beaucoup plus lourd que le bout de tube que l'on peut voir sur cette photo. Et qui est donc le montage final. Parce que lorsque je vais mettre le compresseur, je me rends compte que je n'arrive pas à rentrer le tube, là, le bout de tube, dans l'aspiration du compresseur. Et donc le
le tube est beaucoup trop long. Après, je vais débraser la partie qui reste du compresseur au niveau du refoulement. Donc le compresseur est enlevé, mais il reste les 3-4 cm de cuivre donc qui vient du refoulement du vieux compresseur donc qui a été enlevé. Bon ben là je vais enlever tout seul. Bon ça c'est bon. Maintenant il n'y a plus qu'à mettre le compresseur. Celui-là. Là il essaye de me le rapprocher seul ce putain de compresseur là. J'ai un collègue qui doit venir. Ben, c'est vrai que tu les sens là, les 160 kg là. Donc c'est là où tu vois qu'on est toujours au matos. C'est vrai que si on avait une petite chèvre là, ben, on aurait pu facilement le mettre là-dessus. Voilà. Et là je suis prêt là. Fait chier. Le plus dur ça va être de le remettre encore. Fait chier. Donc le compresseur est enlevé, donc j'ai enlevé le bout de cuivre là sur le refoulement là, comme on peut le voir sur la photo. Au niveau de l'aspiration, donc j'ai préparé les pièces, donc là ça a l'air de bien se présenter. Il n'y a plus qu'à mettre le nouveau compresseur. J'ai réussi à me faire chier à monter la palette ici. Bon allez, on va le mettre maintenant. Alors sur cette photo là, ce que je veux montrer, c'est que l'on voit bien les 4 cylindres blocs qui sortent du support des compresseurs. Et on voit quoi, ça sort pratiquement de 1 cm quoi. Donc c'est ce que je disais, hein, le compresseur, même si on enlève la boulonnerie, on peut pas le tirer et le faire glisser. Faut le faire basculer. En tout cas avec la technique que j'ai utilisée là, et c'est pas la bonne technique parce que comme on a pu le voir, ça a abîmé fortement la tuyauterie d'aspiration. Et donc le nouveau compresseur, il faut le rentrer donc au niveau de ses fixations dans les 4 cylindres blocs. Donc on voit que il n'y a pas de jeu quoi, il n'y a pas de marge, il n'y a pas le choix. C'est-à-dire que le compresseur, une fois qu'il est posé, il est posé. On peut pas le bouger de 2 cm. Quand les cylindres blocs sont rentrés au niveau de la base du compresseur. Et donc lorsque je vais le mettre avec 3 autres collègues, eh bien on va galérer d'une force parce que moi je veux faire rentrer donc l'aspiration donc du compresseur avec la tuyauterie d'aspiration, et le problème c'est que la tuyauterie d'aspiration elle est trop longue et donc impossible de mettre le compresseur sur son châssis avec les 4 cylindres blancs qui rentrent à l'intérieur. La petite pièce que j'ai coupée est trop longue alors que j'ai pris les codes par rapport à la pièce que j'avais coupée, pièce qui était abîmée, et donc je coupe la pièce et tout, je remets le compresseur, donc je vais mettre le refoulement et là je vois qu'il y a un gros problème. J'ai pratiquement 2 cm de décalage pour pouvoir mettre la tuyauterie de refoulement, et donc sur ce type de canalisation là, donc en 1 pouce 3/8, on ne peut pas, pourtant j'ai essayé au début pour voir si ça passe ou pas, forcer sur la tuyauterie de refoulement et le mettre donc dans le refoulement du compresseur, et j'ai vite vu que c'était pas possible. En plus il faut pas le faire parce que lorsque l'on va braser, s'il y a une forte traction sur la tuyauterie, ça peut déchirer donc le refoulement, donc le cuivre du refoulement du compresseur. Donc, il faut que ça rentre sans contrainte physique, je veux dire par là qu'il faut pas que ça force, et donc avec 1 cm et demi, 2 cm de décalage sur du 1 pouce 3/8, obligatoirement, si j'avais réussi à le rentrer dedans, ça aurait forcé, mais comme un malade. Donc avec le collègue on essaye, on voit que ça marche pas, c'est pas la bonne solution, et donc on voit qu'il y a un gros problème avec le compresseur, qu'il y a un décalage. Et donc après je regarde au niveau de l'aiguisation externe d'huile, et là je me rends compte que c'est la même punition là, ça va pas non plus. C'est-à-dire que là sur la photo on a l'impression qu'il est mis, mais je ne peux pas serrer, l'écrou. La portée du tuyau n'est pas sur la portée du compresseur, il y a un décalage, c'est pas parallèle, donc je ne peux pas serrer sous peine de tout péter, et donc si je ne peux pas serrer, je ne peux pas faire l'étanchéité. Donc imagine, je serre, je bousille le filetage donc qu'il y a au niveau du raccordement donc de l'aiguisation externe de l'huile sur un compresseur neuf, là je suis mal parce que là après c'est impossible à récupérer ça. De plus cette tuyauterie là elle est grosse, et pour cintrer ce type de tube là il faut une cintreuse hydraulique ou une presse hydraulique, ça ne peut pas se faire à la main. Donc après un gars qui a expérimenté peut tenter sa chance en chauffant au chalumeau, essayer de le tordre, mais voilà quoi, si le gars rate, le tuyau est foutu. Et donc comme j'ai dit, après pour travailler ce genre de tuyauterie, eh bien il faut faire les travaux quoi, c'est-à-dire il faut du matériel adapté pour ça quoi. Et donc en maintenance, ce matos là on l'a pas. Donc là gros problème. Donc là si j'étais à mon coach je me serais bouffé le chantier. Donc là tu vois là ce compresseur là c'est un ZP295 KCE TWD 522. Et celui-là que j'ai enlevé là-bas, c'est un 524, tu vois, à la fin. Et là, si la différence entre les deux, c'est 2 cm. C'est pour ça que tout à l'heure, je comprenais pas quand j'ai voulu mettre l'aspiration, je l'avais coupé par rapport à l'autre, et j'ai dû enlever 2 cm en plus, quoi. C'est un truc de fou, quoi. Je me dis, c'est pas possible que je me plante à ce point-là. Et puis là, je voulais mettre le refoulement.
Et là on voit que c'est rigide, donc il n'y a pas de jeu, donc c'est impossible à pousser, tu vois. Et là je vois que j'étais obligé de couper, parce que là on le voit là. Tu vois. Donc là on le voit très bien le décalage, et donc pour récupérer ça, eh bien je vais devoir couper, manchonner, mettre un petit bout de tube, parce que là on est quand même sur le refoulement, donc la pression on peut monter jusqu'à 42 bars, donc c'est les valeurs des soupapes, donc il faut que ça encaisse la pression, hein. Et donc après je vais regarder au niveau de l'aiguisation externe d'huile. Donc la misère continue, l'aiguisation d'huile n'est pas bonne non plus, c'est à dire qu'il manque 1 cm, en plus c'est pas plat quand je force, tu vois là. Donc là je vais devoir aussi couper le tuyau, donc là c'est une grosse galère. Donc là je l'ai coupé, c'est bon. Là il me faut un manchon, que je fasse ce qu'il y a à faire ici là. Et là la même chose. Donc il faut que j'adapte les 3 tuyauteries. Donc c'est là où tu vois que c'est important de savoir travailler le cuir, et surtout sur des grosses sections, parce que sur des petits ça va, mais là c'est pas évident là. Voilà, parce que là le compresseur il est bien mis, je peux rien faire de plus. Donc le compresseur c'est pas tout à fait le même. Voilà. Voilà la misère. Donc là je vais foutre du scotch. Puis j'espère que demain c'est vendredi, j'espère que j'aurai fini tout ce qu'il y a à faire et de mettre tout ça sous pression d'azote. Et je vais en profiter aussi de vider le compresseur numéro 2 là, de le vider de son huile. Et à noter quelque chose de très important, donc là où il y a la flèche, tu vois que il y a un joint blanc tout autour, donc c'est un joint téflon. Donc ce joint est dans une portée. Donc lorsque tu enlèves un bouchon d'un compresseur neuf, quoi, un voyant d'huile d'un compresseur neuf comme j'ai fait sur l'autre là, ou lorsque tu enlèves l'aiguisation externe d'huile, il faut s'assurer que lorsqu'on enlève le voyant d'huile ou la caïsation d'huile, l'aiguisation externe, là, mais il faut s'assurer que le joint reste dans la portée. Parce que si le joint s'en va, imaginons sur un compresseur neuf il reste collé sur le voyant d'huile, et bien tu vas pas forcément le voir, et comme tu vois que le joint il est très fin, et bien tu vas remonter l'aiguisation externe d'huile sans le joint, et donc ça peut être source de problème, c'est-à-dire d'avoir une fuite plus tard. Et quand tu vas serrer, la fuite tu la verras peut-être pas quand tu feras la mise sous pression d'azote et donc la recherche de fuite, mais voilà, avec le temps, une micro-fuite, bon voilà, on perd de la charge, et bien un manque de charge, il y a une panne BP. Donc ça il faut vraiment s'en méfier comme de la peste de ce joint là. On peut très vite se faire avoir. Donc c'est pour ça que c'est bien d'avoir ce type de joint en secours, ou en tout cas en avoir, parce que si le joint est un peu abîmé, en profiter pour le changer. Donc ça c'est une pompe à huile. Tu la mets à l'intérieur là, tu pompes, et bon là on l'a mis dans le seau là, parce que bon voilà, bah, je suis pas de bidon. Après on le vide dans un fût, parce qu'on a un fût d'huile à l'atelier là, donc je suis pas loin de l'atelier. Mais c'est vrai que c'est pratique. On en a vu une qui était pas neuve à pisser, là j'en ai acheté une neuve, et c'est vrai que ça marche bien pour vider un compresseur hermétique, c'est bien. Donc je l'ai vu de par le biais du voyant d'huile, et à noter, hein, donc cette intervention me l'a bien montré, c'est toujours intéressant de garder les bouchons de voyant d'huile, parce que bon, lorsqu'on met des compresseurs comme ça en tandem, c'est sûr qu'après on en a plus besoin. Et par exemple là l'intervention je vais devoir l'interrompre, et là on peut voir que j'ai mis du scotch pour éviter que des saloperies rentrent dedans. Alors c'est vrai que si j'avais eu un bouchon, donc un voyant de secours, eh bien j'aurais pu le mettre à la place du scotch. Le voyant là c'est ce que je monte sur la photo là avec la flèche. Donc là c'est le soir, donc c'est le jeudi, donc je quitte l'intervention. Donc avant de quitter le site, je remets le circuit numéro 2 en marche, et je reviens le vendredi pour m'occuper de la tuyauterie d'aiguisation externe d'huile entre les deux compresseurs, car je reviens du fournisseur avec un Anaconda. Donc là il fait bon, je vais l'arrêter parce qu'elle fait du bruit. Le circuit 2 je vais l'arrêter, et là je vais continuer ma grosse galère. Voilà, elle est arrêtée. Donc là je vais commencer par la partie la plus difficile, quoi, la plus chiante à faire. En tout cas pour moi, c'est l'égalisation externe d'huile. Je vais pas faire le plus facile, je vais le garder pour la fin. Hein, c'est-à-dire le refoulement et l'aspiration, ça c'est plus facile. Donc ça je le mets là. Voilà. Donc là j'ai été voir le fournisseur là, donc le compresseur. Donc c'est bien ça là, le ZP 295 KCE-TWD-524. Donc c'est celui-là du Lennox, n'existe plus. Maintenant ça se termine en 522. Et donc bon voilà, moi ce que je constate c'est que c'est pas au niveau des tuyauteries c'est pas la même chose. Parce que ça tu vois, ça j'ai pas pu le tordre, c'est impossible, c'est trop épais comme diamètre. Donc là l'aiguisation externe d'huile c'est 35 mm extérieur, donc on est sur du 1 pouce 3/8. Donc moi j'ai pas d'outil pour cintrer ça, parce qu'il manquait pas grand chose. Le gros souci c'est que
j'ai pas envie de le niquer le tuyau. Tu vois, en chauffant au chalumeau, puis en faisant levier, bon, je le sens pas. Il y a des outils exprès, là, ça a été fait à la cintreuse. Alors, je sais pas si c'est à l'arbalète ou cintreuse hydraulique, aucune idée. Moi je fais pas ce genre de. J'ai jamais travaillé ce genre de diamètre là. Donc là ce que je vais faire, l'option choisie, je vais utiliser pour gagner ce qui me manque là. Je vais utiliser un anaconda. Parce que là en plus là je suis sur la BP là. Et l'anaconda tu vois c'est souple. C'est souple donc si je me démerde bien. Donc je vais le mettre derrière. Je vais le mettre derrière. Donc en principe ça devrait le faire. Ouais, faut que je le sorte ce tuyau de merde là. Et je vais galérer pour le sortir. Et je vais le présenter, je vais voir ce que ça dit. Parce que ça là, les tuyaux théoriquement doivent rentrer à l'intérieur. Donc j'en ai jamais brasé. Donc là j'ai réussi à l'enlever dans ça. Donc là on voit, tu vois, ils ont fait pas une manchon là. Donc ça se présente comme ça. Voilà. Voilà, donc là il y a une chose qui est sûre, c'est que là je vais pouvoir souder celui-là. Après comme celui-là est d'origine, là je vais pas y toucher. Comme c'est celui-là qui a bougé, c'est celui-là que je vais toucher. Donc là je vais brasser ici là. Et après ce que je vais faire c'est mettre le tube là-dedans là. Et à blanc essayer de le passer avant de le braser. Parce qu'une fois que ça sera brasé, ça sera chaniqué. Et je pourrais rien faire. Voilà, je vais voir ça. Donc là, ça doit rentrer jusqu'à là et ça rentre jusqu'à là. Donc là, si je le coupe ici, ça devrait le faire. Bon, ben écoute, là j'ai mis la première partie. Bon, en tout cas, là tu vois que c'est fragile là. J'ai voulu le taper un peu au marteau, mais c'est vraiment fragile. Donc là il est rentré. Il ne me reste plus qu'à faire l'autre partie. Là le mieux ça serait de refaire la pièce entière. Là il faut le matos pour ça. Bon là je l'ai mis. Là-bas il n'est pas brasé. Donc là je l'ai mis ici. Et là on voit là à peu près où ça doit rentrer. Donc là cette tôle là me fait chier cette tôle. Tu vois sur la climamétage j'en avais chié ma race. Mais au moins je pouvais y accéder facilement. Mais là sur l'inox j'en chie encore plus ma race là. Donc là tu vois là, ce tuyau de merde je peux pas le tordre, il est super dur. Donc là ce qu'il faut que je fasse, il faut que je le coupe bien. Et là il faut pas que je me rate. Parce que là tu vois après, j'ai ça, je peux le tordre légèrement comme ça tu vois. Et là grâce à ça, je vais pouvoir accorder cette merde. Mais là si je me plante sur la coupe je suis mal. Là je suis mal. Parce que là où je suis, j'ai pas de cuivre, j'ai rien. À chaque fois que je vais chez le fournisseur, ça me prend 1 heure l'aller-retour pour la pièce. Et je galère, mon gars. Je galère d'une force, quoi. En plus, là, si j'avais la cintreuse, je pourrais en mettre un coup dans la gueule. Mais là, c'est du gros diamètre. Là. 1 pouce 3/8, c'est énorme. Bon. Ouais, parce que là, tu vois, là, je l'ai fait hier, ça. Donc ça, c'est bon, c'est prêt à être brasé. Le refoulement. Le refoulement, je crois que je vais refaire toute la pièce, je sais pas, faut que je réfléchisse. Parce que le refoulement, c'est vrai qu'au niveau pression, ça bastonne plus. Par contre, là, ça va. Donc là, il faut que je fasse des traits là. Que je calcule bien mon coup là. Parce qu'une fois que ça sera coupé, ça sera trop tard. Allez, je vais voir. Putain, ce tuyau d'eau, tu vois, il l'aurait repoussé de 20 cm. En plus, il fait la place. Je me ferais moins chier. Mais là, je me fais chier d'une force, quoi. Donc là ici, là où il y a le tresse noir, où il y a le trait noir. Bon, c'est le maximum. Là, on rentre jusqu'à ici, là, en gros. Donc, il faut que je coupe ici. Voilà, d'après mes calculs, il faut que je coupe ici. Donc, voilà. Voilà, et après, ce machin, là, il doit passer sous ce tuyau-là, parce qu'on voit que ça bouge, là, ça bloque. Bon. Et je suis coupé. Donc, je me suis fait un petit schéma pour m'aider. Mais bon, je suis pas très bon en schéma de tuyauterie.
Donc là, pour l'Anaconda, c'est mon collègue qui a eu l'idée, hein, parce que le but c'est de récupérer 1 centimètre, quoi. C'est-à-dire c'est de pouvoir mettre, on le voit là où il y a la flèche, la portée là, la portée, localisation, pour pouvoir la mettre sur la portée du compresseur, que les deux portées soient bien en contact. Voilà. Et pour ça, il faut que je torde un petit peu la tuyauterie. Et donc, bon, comme je l'ai dit, je le redis, c'est à la main là, on peut pas le tordre ça. Donc, d'où l'Anaconda qui est flexible. Voilà, parce qu'à un moment donné, j'ai voulu rentrer de force, quoi. J'ai voulu rentrer en mettant du marteau la tuyauterie cuivre dans l'Anaconda. Et on voit que le cuivre tout de suite a été un peu déformé parce que c'est du cuivre qui a été recuit vu que ça a été cintré là où j'ai tapé au marteau. Donc il ne faut pas le faire. Donc heureusement que là je suis au niveau de la basse pression, hein, parce que là au niveau du refoulement j'aurais dû refaire la tuyauterie. En tout cas j'aurais dû remplacer ce coup de pété parce que comme j'ai déjà dit sur les pompes à chaleur, on le verra dans une autre vidéo, le refoulement peut monter à 42 bars s'il y a un problème. Donc là on est au niveau de la BP, donc les pressions sont beaucoup plus faibles. Il y a beaucoup moins de risques et après moi quand je vais avoir fini toutes mes brasures, je vais pousser tout ça à l'azote pour faire un test d'étanchéité. Maintenant je le sais qu'il ne faut pas utiliser le marteau pour s'aider à rentrer l'Anaconda, en tout cas en tapant sur la tuyauterie cuivre là où ça a été recuit pour faire le cintrage. Et donc là on voit donc que j'ai gratté avec la toile émery, là j'ai bien gratté et après j'ai réussi à le rentrer. Donc là je rentre la tuyauterie cuivre dans l'Anaconda. Donc là c'est prêt à être brasé de ce côté là. Et après je vais faire la même chose de l'autre côté, mais je vais d'abord faire le montage à blanc pour être sûr que je puisse bien serrer donc les écrous de la tuyauterie cuivre sur l'égalisation externe des deux compresseurs. Parce qu'après une fois que c'est brasé, hein, c'est brasé, ça bouge plus. Mais malheureusement pour faire de l'autre côté, je n'y arrive pas. C'est-à-dire que j'ai besoin de chauffer une extrémité de l'Anaconda pour pouvoir entrer le tuyau en cuivre parce que ça veut pas rentrer. Donc là ce que je vais faire là c'est essayer de le rentrer, parce que là on voit il est un peu ovalisé, il a morphé lui. Tu vois, c'est essayer de le rentrer là-dedans. Pour ça là je vais le chauffer, j'espère que ça va se dilater assez pour pouvoir que ça rentre. Et après j'irai, si j'y arrive, j'irai le mettre en position, voir si je me suis pas planté avant de brasser en définitive. Voilà, donc là je me rends compte que l'idéal aurait été de refaire la pièce entièrement, mais là il faut du matos, hein. Moi j'ai pas ça. Là c'est la galère là. Donc en le chauffant j'ai réussi à le rentrer en force. Le gros souci qu'il y a, c'est que tu vois, bon, on revient toujours au même problème, le matos. Il existe des étaux, en tout cas des systèmes pour serrer les tubes, tu vois, pour bien les serrer, pour pas les écraser. Donc moi je les serre au maximum, c'est-à-dire au maximum, parce que au maximum que puisse supporter le tube avant qu'il s'écrase. Tu vois, si j'avais eu un serrage pour les tubes là, ce que les pompiers utilisent souvent pour couper l'acier d'ailleurs, j'aurais pu rentrer beaucoup plus. Donc là je suis pas rentré tant que ça. Je pense que je suis rentré de même pas 1 centimètre, mais bon. Donc là ce que je vais faire, c'est que je vais le mettre là-bas en position, je vais voir si ça va ou pas. Et si ça va, je reviens ici pour le braser, mais c'est là, tu vois, on revient toujours à un problème, le matos quoi. C'est vraiment la base de tout. Surtout quand il y a des impondérables comme ça, des choses qui sont pas prévues. Voilà, t'es niqué aussi. Donc à noter là quelque chose d'important, donc là je vais le montrer, donc ça c'est les caractéristiques techniques de l'Anaconda, donc celui-là que j'utilise c'est le EVCYAC11S/MMS, donc c'est du 1 pouce 3/8 en diamètre nominal. Donc on voit que le diamètre nominal donc c'est du 35 mm et on voit surtout donc la pression de service maximale est de 35 bars. Donc ça veut dire que cet Anaconda là je ne pourrais absolument pas le mettre sur le refoulement du compresseur, parce que le refoulement du compresseur remonte à 42 bars s'il y a un problème. Donc voilà, donc là au niveau de la BP, le capteur de pression BP il va de -1 à +20 bars, donc en plus on est sur la détente thermostatique, donc en principe sur la BP on ne dépassera jamais les 20 bars, parce que déjà au-delà d'une certaine valeur de pression sur la BP, l'automate mettra en défaut la machine. Et donc à noter que la relation pression-température du R410A à 20 bars, donc ça fait une température équivalente de 33,9 degrés, donc 34 degrés, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si la machine se met en défaut l'été et qu'il y a du fluide à l'état liquide dans le circuit BP, eh bien la pression sera de 20 bars, avec une température extérieure de 34 degrés, donc un été vraiment très chaud. Et donc l'équivalent relation pression-température donc à 35 bars sur du R410A, et bien ça fait une température de 57 degrés. Donc au niveau de la BP, même l'été, il ne fera jamais 57 degrés en température extérieure, hein, c'est-à-dire là où est la pompe à chaleur, dehors, en tout cas dans nos contrées. Et donc comme j'ai déjà dit, on peut monter jusqu'à 42 bars sur ce type de machine là lorsqu'il y a un problème sur la condensation au niveau HP, et 42 bars, l'équivalent
l'équivalent donc de la relation pression-température de ce fluide là, c'est 65 degrés. Donc c'est clair que l'Anaconda là, on ne pourrait pas le mettre sur le refoulement, et on remarquera que plus le diamètre est important et plus la pression de service maximale est faible. On le voit que de 1/4 de pouce jusqu'à 5/8 de pouce, on peut monter jusqu'à 46 bars. Donc là, pour l'R410 au refoulement, ça tient. Après, on voit que du 3/4 de pouce jusqu'au 1 pouce 1/8, on monte jusqu'à 42 bars. Donc là, ça tient aussi, parce que le pressostage P sécurité, quoi, les soupapes, bon, les deux, il y a pratiquement quoi 0,5 bar, 1 bar de différence, c'est 42 bars. Par contre, dès qu'on passe sur du 1 pouce 3/8, c'est fini. On descend à 35 bars, on perd 7 bars, donc c'est énorme. Donc de 1 pouce 3/8 jusqu'à 1 pouce 5/8, en 2 pouces 1/8, on chute encore à 34 bars, et en 2 pouces 5/8, bah, la chute se fait encore. Hein. La pression maximale ce sera de 25 bars, et après de 3 pouces 1/8 jusqu'à 4 pouces 1/8, la pression maximale de service c'est 20 bars. Donc après, on voit qu'il y a la température de service maximale, température de service minimale, et puis voilà. Bon bah écoute, j'ai réussi à le mettre là. Là aussi c'est bon. Donc là je vais le braser là. Toi il serait un poil trop long. Mais vu que tout est tordu là, je vais laisser comme ça. Je vais enlever le calorifuge pour le monter un peu plus. Donc ça c'est exhaustion externe d'huile. Je vais mettre un petit peu plus d'huile. Est-ce que je pourrais pas le monter plus? Ça va être difficile. Ouais, putain, il faut vraiment le plaquer. Putain, ça me fait halluciner, quoi. Ça me fait complètement halluciner de galérer sur des conneries comme ça, quoi. Putain, c'est impressionnant, quoi. Compresseur de merde. Alors, quand je disais que ce compresseur se faisait plus, c'est chez les distributeurs de froid. Donc c'est ce que j'ai eu, mais peut-être que le 524 se fait chez Inox, je sais pas, on n'est pas passé par l'Inox. Mais bon, je pense que c'est pour tout le monde pareil. Hein. Ouais, écoute, je vais braser cette merde là. Parce que là, il est déjà 11h40, donc je vais pas bouffer à midi, je vais faire journée continue là. Parce qu'il faut que je mette sous azote ce soir là. J'ai pas envie de finir à 20h. Hein. Faut que je brasse ici, après il faut que je fasse le refoulement. Vraiment une grosse merde à faire. Hein. Bon, ben voici le résultat. Donc en haut, c'est pas mal. Et en bas, c'est pas mal non plus. Bon ben je vais placer ça, hein, puis on verra bien. Hein. On verra bien lorsque je mettrai ça sous azote, hein, quoi qu'il arrive. Ça passera sous pression d'azote, au moins à ma barre. Puis voilà. Hein. Maintenant il me reste l'aspiration. Bon, l'aspiration j'ai déjà posé, j'ai pas brasé, mais il me reste le refoulement à préparer. Et bien sûr à placer ça sur les deux compresseurs. Ouais ben là tu vois, on voit que ça a changé de couleur, j'espère que j'ai pas trop chauffé. Donc là, on peut voir la pièce brasée qui est prête à être montée sur les deux compresseurs. Donc là, un petit zoom sur la brasure. Donc là, on voit que ça a été brasé à l'argent. Donc là, j'ai brasé aux alentours de 35% d'argent. Et donc là, c'est de l'autre côté. C'est là où j'avais un doute par rapport à la chauffe, parce que je trouve que la couleur est un petit peu rouge vif là. Donc les brasures sont pas optimales, mais bon. Après, il faut dire que j'en fais très rarement. Bon, ben écoute, là, on peut voir que je viens de réussir à le mettre. Donc il est légèrement embié vers le bas, mais bon c'est pas grave, c'est l'exhaustion externe d'huile. Donc là s'il y a une fuite, pas cool. Bon, ça on verra ça à l'azote. Hein. Donc ça c'est beau, ouh, ça super, c'est fait. Donc là maintenant, donc là je peux braser ça, mais je vais pas le faire maintenant, il faut que je mette, faut que je prépare là le refoulement maintenant. Donc une petite note là, on voit que là où il y a la flèche là, donc il y a l'Anaconda, et on voit que j'ai la tuyauterie d'aspiration qui m'empêche de redresser la tuyauterie d'irrigation externe des deux compresseurs d'huile. Donc ça veut dire que la tuyauterie est légèrement en pente. Donc au début je pensais que ça n'aurait pas de conséquences, et en réalité ça va avoir une conséquence, et je vais me rendre compte à la fin. C'est que lorsque je vais remettre de l'huile dans le compresseur numéro 2, eh bien je ne vais pas avoir assez d'huile pour pouvoir
atteindre le niveau d'huile, c'est-à-dire le milieu du voyant d'huile. Parce que le fait que les tuyaux soient un peu en biais, donc pas horizontal, eh bien ça force à remplir le volume du tuyau, donc, en tout cas la partie qui est basse là, et donc ça nécessite plus d'huile, et ça je vais le voir à la fin, quoi. Mais là, comme on peut le voir sur cette photo là, c'est impossible de redresser la l'égalisation d'huile parce qu'il y a la tuyauterie d'aspiration qui bloque l'anaconda, quoi, donc on peut pas le redresser. Donc les galères continuent jusqu'au bout. Alors après avoir fait la tuyauterie d'aspiration, donc maintenant là je viens de finir la tuyauterie d'égalisation externe d'huile, donc là après je vais faire la tuyauterie de refoulement. Bon, ça y est, là j'ai réussi à préparer les pièces, donc c'est comme ça que je vais faire. Ici là je vais mettre un manchon ici, donc là je vais braser en position, j'ai pas le choix. Ici pareil, donc là ça va être ouais, va falloir que j'essaye de pas niquer le câble, mais ça va être chaud quand même. Donc là j'ai calé les manchons, ça devrait le faire. Alors ce qui est bizarre, c'est que ce côté là ça rentre nickel au niveau des manchons, et là j'ai dû gratter à la toile émerie comme un porc pour que ça rentre, quoi. Un truc de fou, quoi, je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi, là on dirait que le tuyau est plus gros, c'est bizarre. En tout cas j'ai bien galéré. Donc là je vais pas avoir assez de baguettes là. Donc je vais aller m'en chercher parce que je tombe en panne de baguette. Et puis en principe ce soir je devrais mettre sous pression d'azote tout le week-end. Donc là on peut voir le montage que j'ai fait au refoulement. Donc là où il y a la flèche, et bien sous le manchon, il y avait 1 cm de vide. Comme je l'avais montré tout à l'heure, on voyait qu'il y avait un décalage au niveau de la tuyauterie de pratiquement 1 cm. Donc comme là on est au refoulement, ce que j'ai fait, c'est que j'ai coupé un bout de tube en 1 pouce 3/8 de 1 cm. Je l'ai intercalé donc entre les deux tuyaux, donc là où il y a les deux flèches. Et après donc bien sûr le manchon je l'avais mis d'un côté, et après j'ai fait glisser le manchon pour faire la jonction des deux tuyaux plus le petit tuyau qui est sous le manchon. Voilà, parce que lorsque l'on regarde ce type de manchon là, 1 pouce 3/8, on remarque que le cuir est quand même très fin, quoi. C'est pas super épais par rapport à la tuyauterie. La tuyauterie est beaucoup plus épaisse au niveau cuir. Donc là, comme on est au refoulement et comme je sais que là on est au R410A et que on peut monter jusqu'à 42 bars, le pressostat HP et la soupape sont aux alentours de 42 bars. Donc il faut que ça tienne la pression, quoi. Donc j'ai mis cette pièce là à l'intérieur du manchon, donc 1 cm de tuyau cuivre pour renforcer le tout. Alors pour être un peu plus clair, donc lorsque je mets les deux tuyaux, donc du côté compresseur et du côté donc le refoulement qui va sur le compresseur, j'ai 1 cm d'écart entre les deux tuyaux, j'ai un vide. Donc là on voit mon manchon, donc on voit que j'ai assez pour braser. Par contre, comme je l'ai dit, le manchon pour moi il est pas assez épais là. Au niveau du cuivre, je trouve que c'est un peu léger, quoi. Et donc l'écart qu'il y a là, je vais couper un bout de tube, et ce bout de tube on le voit, je le mets à l'intérieur du manchon. D'ailleurs pour le mettre à l'intérieur du manchon, j'ai galéré là à cause du petit point que l'on voit là où il y a la flèche là, ça ressort à l'intérieur du manchon. J'ai dû forcer, je veux dire, j'ai pas mal galéré pour entrer ce bout de tube à l'intérieur. Voilà, donc je fais ça parce que comme je l'ai dit, le manchon je le trouve trop fin, et voilà, c'est pour renforcer la solidité de l'ensemble. Donc là comme je l'ai dit, là c'est vendredi soir, je veux brasser pour mettre la machine sous azote tout le week-end, et donc là je vais avoir des problèmes là pour braser, des gros problèmes. Donc là comme tu le vois sur la photo là où il y a la flèche, entre le manchon et l'aspiration du compresseur il y a 1 cm. Donc quand j'ai vu ça, je me suis dit je vais galérer mais comme un ouf, parce que là quand je vais commencer à braser d'un côté, et bien suivant comment je chauffe, ça va faire fondre la brasure de l'autre côté. Donc là je vais galérer d'une force, et en plus je vais faire une grosse erreur, c'est que je vais vouloir braser avec de la brasure à 5% d'argent sur le manchon cuivre de l'aspiration. Et là ça a été une connerie monumentale, parce que lorsque l'on brase avec 5% d'argent, il faut chauffer beaucoup plus, et donc comme je le disais là, si je chauffe trop, après j'ai les brasures comme elles sont très proches qui fondent, je vois que ce que je fais là c'est de la merde. Et donc tout ça pour dire que là ici ça m'a servi de leçon quand on doit faire des brasures qui sont chaudes comme ça, des trucs hyper difficiles, à moins d'être un expert en brasage, mais il faut partir directement sur l'argent à 35%, parce que là je vais insister avec ma brasure à 5%, donc je vais galérer comme un ouf, mais je vais voir que ce que je fais donc c'est de la merde, donc je sais que là la brasure est pas bonne. Donc là j'ai plus de baguette à 35% d'argent, donc c'est pour ça que je vais pas pouvoir mettre
la machine sous pression d'azote. Et après donc je vais quand même insister et je vais vouloir braser donc au miroir, donc là où je ne vois pas là sous l'aspiration là. Et manque de bol, la buse de 300 malléable que je me suis fait acheter n'est pas adaptée au chalumeau que j'ai. Car avec mon chalumeau, je n'ai qu'une buse malléable de 100 et avec une buse malléable de 100, c'est impossible à faire. Et donc il est vraiment impossible pour moi de finir les brasures, même si déjà c'était impossible pour moi de les finir parce que j'avais plus de brasures à l'argent, à 35%. Alors je vais braser avec deux types de baguettes, deux types de brasures différentes, argent et cuivre phosphore. Donc là ce que tu vois sur la photo c'est de la brasure à l'argent, donc on le voit là, il y a marqué AG 134, c'est donc à 34% d'argent, donc une baguette comme ça vaut 14 € hors taxe l'unité en gros. Mais bon, lorsqu'on fait des brasures difficiles, il faut utiliser ça, encore plus quand on est débutant, parce qu'au moins on arrive à un résultat correct, c'est-à-dire la machine est étanche. Et après, donc c'est cette baguette là que j'ai voulu utiliser pour faire mes brasures sur le cube, pour faire quelques économies, hein, d'euros. Donc là c'est la ATG Cup 291, donc ça c'est une baguette quoi, c'est la brasure cuivre phosphore à 6% d'argent et qui est je crois 4 à 5 fois moins cher que la brasure à 35% d'argent. Donc on le voit, les baguettes n'ont pas la même couleur et on va voir au niveau des brasures que les brasures n'ont pas du tout la même couleur, donc on peut pas se tromper avec une brasure cuivre phosphore et une brasure à l'argent. À noter avec ma baguette d'argent j'utilise quand même du décapant même si je brase sur du cuivre. Donc là il me reste à faire en dessous là, on voit que c'est pas fait là, mais là je galère grave là. Faut que je fasse aussi là sur le côté, je crois que là c'est bon. J'ai encore 1, 2, 3. Donc là j'ai encore 1, 2, 3, 4 brasures à faire, c'est des durs quoi. Là je galère mais grave là. Putain, je suis dégoûté, j'ai pris une buse de 300, mais l'écrou est trop grand là. Oh les boules. Les boules. Putain décidément là c'est pas la journée là. Journée de merde. Donc là j'arrive pas à chauffer en dessous. Donc je vais laisser tomber pour aujourd'hui. Parce qu'à force j'ai peur de bouger le tuyau. Oh putain là c'est la galère. Oh, là c'est la grosse galère. Putain là j'ai galéré comme un connard là sur l'égalisation de l'huile. Je pensais que ça serait le plus dur, puis en réalité c'est l'aspiration le plus dur. Donc là j'ai fait ici le refoulement là. Faut que je fasse ici et ça je le ferai en dernier. Mais là j'en ai plein le cul là. Ouais. Là j'en ai ma claque là. Donc c'est dans ces moments-là, quand tu galères comme un fou là, et que tu commences à être sec au niveau des solutions à apporter au problème, que tu aurais besoin d'un collègue frigoriste beaucoup plus expérimenté que toi pour te sortir entre guillemets de la merde. Donc là, bon là où j'étais là, bon, je suis seul, donc il faut que je me démerde tout seul. Alors les brasures que je vais montrer sont moches, hein, elles sont caca. Donc là où il y a la flèche, on voit la couleur de la brasure. Donc là j'ai brasé avec la brasure avec 4 ou 5% d'argent, très peu d'argent. Et ça, il faut pas le faire. Ça il faut pas le faire, il faut souder vraiment à l'argent là, pour se faciliter les choses. Et après bon là on va pas le voir dans cette vidéo là, mais on le verra dans l'autre vidéo, je vais reprendre les brasures mais avec de l'argent. Et donc là où il y a la flèche là, de ce côté là du manchon, là j'ai utilisé ma dernière baguette d'argent. Donc on le voit au niveau de la couleur, hein, c'est rien à voir avec l'autre brasure, hein. La brasure à l'argent on voit elle est beaucoup plus claire. Et donc là où il y a la flèche, là où il y a le miroir, on voit que dessous, eh bien je n'ai pas brasé, on voit juste qu'il y a un petit point de brasure là, ce que j'ai essayé de braser, mais bon ça veut pas rentrer parce que voilà, on doit être à 4-5% d'argent, il n'y a pas assez d'argent, il faut chauffer beaucoup plus. Et après, comme je l'ai dit, quand je chauffe trop, après je vois que les autres brasures fondent. Donc là, la photo que tu regardes, si tu es un spécialiste du brasage, peut te choquer là. Donc ça, c'est à mettre dans le musée des horreurs, hein. On voit bien donc à gauche l'argent et à droite l'autre là, qui est à 3 ou 4% d'argent, et on voit que ça rentre pas. C'est dégueulasse à voir. Donc là, pareil, là, un zoom sur le miroir, on voit que il n'y a pas de brasure, et la brasure que j'ai essayé de mettre n'est pas rentrée parce qu'il n'y a pas assez d'argent. Et là, déjà, sur cet angle-là, c'est un petit peu plus esthétique, en tout cas là où il y a de l'argent. Donc de la brasure argent à 35%. Donc à noter que les brasures doivent se faire sous flux d'azote. Donc après, comme j'ai déjà dit dans les vidéos, mais je vais le répéter, faire sous azote, il faut avoir du matériel spécifique, c'est-à-dire il faut avoir un petit régulateur de débit exprès pour l'azote pour éviter de flinguer sa bouteille trop vite, parce que l'azote, la recharge à l'azote, ça a un prix, et tu remarqueras que dans certaines boîtes, avoir de l'azote, c'est un problème. Et donc dans beaucoup d'entreprises, eh bien ça, tu l'as pas.
Donc l'appareil qui permet de bien contrôler son débit en sortie de bouteille d'azote là pour pas flinguer sa bouteille en 2-2. Donc voilà, donc on revient encore, et je le redis, toujours le même problème, le manque de moyens dans les entreprises. À la décharge des entreprises, c'est que maintenant les clients, il y a de plus en plus de clients qui sont pauvres, c'est-à-dire que on est sur des contrats de maintenance de 3-5 ans et à chaque renégociation de contrat, et ben, le nivellement se fait par le bas, donc au niveau des prix, donc obligatoirement, ben, quand il n'y a plus de thunes, et ben, il n'y a pas de thunes pour acheter l'outillage. Donc voilà, donc je précise ça parce que c'est clair que si j'avais eu les moyens de le faire sous azote, je l'aurais fait sous azote, mais donc je n'avais pas les moyens pour faire ça, donc je l'ai pas fait. Après pareil, lorsqu'on a un circuit qui est acide, il existe, on le voit dans les catalogues des fournisseurs, des machines, des procédures spécifiques pour nettoyer un circuit frigorifique, mais ça a aussi un coût. Donc lorsqu'on est sur ce type de site là où il n'y a pas trop d'argent, il n'y a pas de thunes, et bien qu'est-ce que l'on fait? On récupère l'huile, on la vire, on met des filtres anti-acides, donc des filtres burn-out, et puis voilà. Après on voit avec le temps si ça marche bien ou pas. C'est-à-dire qu'après le filtre burn-out, on va le changer après une semaine de fonctionnement, donc on va en mettre 2, et après on voit avec le temps si la stratégie utilisée est bonne ou pas, donc c'est pas compliqué, hein. Si au bout de 2 ans le compresseur qui a été changé est de nouveau mort, et bien c'est que il restait de l'acidité dans le circuit. On peut aussi, suivant la charge, remplacer la charge complète, c'est-à-dire les 40 kg de fluide, mais bon, 40 kg de fluide au R410A, ça a aussi un prix. Donc là c'est pour ça que le choix était de réintégrer le fluide dans la machine, mais en mettant des filtres anti-acides et de l'huile neuve. Voilà. Il y a un truc qu'il faut jamais oublier, c'est vrai que moi j'ai mis un peu de temps à le voir ça, que ça me saoulait, c'est que les entreprises ont certains budgets, et donc quand il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent, quoi. Donc pour avoir de l'outillage, il faut de l'argent, et c'est pour ça que moi je le vois, ceux qui travaillent le mieux dans le domaine du froid, ce sont les artisans, parce que souvent un artisan lui va pas se faire chier, s'il a besoin d'un outil, il se l'achète, parce qu'il sait que son outil va le garder pendant longtemps, sauf s'il se le fait voler, ça permet d'être plus performant et de faire du bon boulot. Et donc voilà, il faut s'adapter à son environnement de travail, ce qui n'est pas facile, hein, suivant son niveau d'exigence au niveau du travail, parce que dans les grosses entreprises, bon voilà, c'est toutes les mêmes, hein, ou après, donc pour faire du boulot carré, propre, en tout cas en respectant un maximum de choses, il faut être à son compte. Faut être entrepreneur. Voilà, comme ça au moins c'est toi qui décides du matériel à avoir, c'est toi qui décides de tout. T'es pas obligé de passer par des gens qui vont te dire ah ben non ça on a pas besoin, non ça c'est trop cher, ah oui mais tu comprends, on va l'utiliser qu'une fois tous les 6 mois, ça vaut pas le coup. Ah mais non, ton temps de tirage au vide il est beaucoup trop long là, on n'a pas le temps là, vas-y enchaîne. Non mais attends, tu vas un vacuumètre, mais pourquoi faire? T'as un mano BP, c'est la même chose. Bla 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 bla. Donc voilà pour cette vidéo, la suite de l'intervention sera dans la vidéo x346. Donc si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à la liker et à la partager. Tu peux me suivre sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Instagram, Google+, les liens sont sous la vidéo. Tu peux t'abonner à la chaîne si ce n'est pas fait, et à bientôt pour une prochaine vidéo.